Quand les rois d'Arabie Saoudite brandissent le sabre, les puissants de ce monde entrent dans leur danse. La danse du sabre, celle qui célèbre le règne de la tribu des Saouds et la toute-puissance de leur royaume. L'Arabie Saoudite est le meilleur allié de l'Occident au Moyen-Orient. Le premier exportateur de pétrole au monde, le gardien des lieux saints de l'islam, un partenaire incontournable. Mais alors que les attentats se multiplient, en Irak et en Syrie, au Liban et en Tunisie, à Bruxelles ou à Paris, partout, la question est posée. Y a-t-il un lien avec l'Arabie Saoudite ? Le royaume a diffusé partout dans le monde et pendant des décennies la version la plus radicale de l'islam, le wahhabisme, que l'on appelle aussi le salafisme, un courant de l'islam dont se revendique aussi bien Al-Qaïda que l'État islamique. L'Arabie Saoudite joue-t-elle un double jeu ? À s'allier avec elle, l'Occident se met-il en danger ? L'Arabie Saoudite n'est pas une démocratie. Les partis politiques y sont interdits. Le peuple n'a pas voix au chapitre. Mais tant que la famille royale redistribue les immenses richesses du pays, le système tient. Le régime est un régime autoritaire, cela ne fait aucun doute. Mais il n'a pas besoin de recourir aux techniques brutales d'un régime comme celui de Saddam en Irak ou d'Assad en Syrie. L'État est très puissant. Il a de très bons services de police et de renseignement. Tous les téléphones sont sur écoute en Arabie Saoudite. Il y a de nombreux corps de police. Mais on ne ressent pas une pression policière permanente. En revanche, croyez-moi, si les autorités pensent que vous êtes un élément subversif ou que vous êtes engagé dans des actions qui vont à l'encontre des intérêts de la monarchie, vous découvrirez que c'est un État policier. Si les Saouds n'ont pas besoin de montrer les muscles, c'est qu'ils ont mis en place un système unique au monde. Les princes partagent le pouvoir avec un ordre religieux radical, les Wahhabites. Quand l'Occident s'allie avec les Saouds, c'est aussi avec le wahhabisme qu'il s'allie. Les Wahhabites appliquent l'islam comme au temps du prophète Mohammed au 7e siècle. Pour eux, l'islam n'est qu'une longue liste de règles. La loi et la charia. Les punitions prescrites dans le Coran sont appliquées à la lettre. Main tranchée, exécution au sabre et parfois encore en place publique. Dans les restaurants et les magasins, les espaces sont strictement séparés. Les femmes et les familles d'un côté, les hommes célibataires de l'autre. La police religieuse y veille. Quand cette police est apparue dans les années 50 et 60, l'idée était de suivre des versets du Coran qui disent que chacun est responsable du bien dans la société. La police venait pour dire « c'est l'heure de la prière, allez-y ». Et c'est tout. Mais maintenant cela a changé. C'est une institution du gouvernement qui s'immisce dans la vie de chacun. Elle harcèle les gens dans les lieux publics, les hommes et les femmes, pas seulement les femmes. Grâce aux oulémas wahhabites, la famille royale maintient ainsi 30 millions de personnes sous contrôle. En échange, le roi s'engage à exporter leur vision de l'islam. Nous voulons purifier l'islam de ses sectes, des innovations et de tous les mensonges que de faux prêcheurs y ont apportés, car ils détruisent l'islam en profondeur. Le musulman est celui qui suit les actions du prophète. Tel est le véritable islam. Tout ce qui s'en écarte éloigne les croyants de la vraie religion. Purifier l'islam, éliminer les sectes, qu'ils soient chiites, soufis, malikites, tous les courants de l'islam sont visés. Pendant près d'un siècle, ce projet n'a posé aucun problème aux Occidentaux. Ils ne voient dans l'Arabie Saoudite que d'immenses réserves de pétrole sur lesquelles il faut mettre la main. En 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale s'achève, le président américain Franklin Roosevelt scelle un pacte avec Ibn Saoud. Le pétrole saoudien, contre la garantie que les États-Unis ne protègent pas seulement le royaume, mais la famille Saoud. Au tout début de la guerre froide, l'Arabie Saoudite s'arrime à l'ouest.
Très vite, cette alliance se resserre quand l'Arabie saoudite et l'Occident se découvrent un ennemi commun, Nasser, le président égyptien. Lui a choisi de s'aligner sur l'URSS. Il menace les intérêts américains, français et britanniques au Moyen-Orient. Mais Nasser est aussi une menace pour l'Arabie saoudite. Il est laïque et républicain et embrase les foules dans toute la région. الشعب العربي شعب واحد والجيش العربي جيش واحد ولن يفرق بيننا الاستعمار أو أعوان الاستعمار. لقد خلقت هذه الأمة أمة عربية واحدة. Cet appel à l'unité des peuples arabes, c'est ce que Nasser appellera le panarabisme. Son influence s'étend. Et c'est d'Arabie saoudite que viendra la riposte. Aux idées laïques de Nasser, le royaume va opposer les valeurs de l'islam. L'Arabie saoudite appelle à l'unité de tous les musulmans. C'est la naissance du panislamisme. L'Occident, lui, n'y verra que des avantages. L'Arabie saoudite, au fond, veut être le leader du monde musulman. Et si elle parvient à rassembler les musulmans au sein d'une seule et même communauté, alors elle peut exercer un immense pouvoir. Pour y parvenir, l'Arabie saoudite crée la Ligue islamique mondiale, qui chapeaute plusieurs centaines d'organisations caritatives. Elles entrent en action dans le monde musulman. Le royaume commence à accueillir des étudiants étrangers. Ils seront 45 000 à venir étudier la religion dans les universités saoudiennes. Pour les Occidentaux, l'influence grandissante de l'Arabie saoudite est un moyen de lutter contre le nationalisme de Nasser. Mais la machine qui se met en place et qui prospère grâce aux revenus du pétrole sert surtout les intérêts des religieux saoudiens. Elle leur permet de diffuser le wahhabisme, plus connu en dehors des frontières saoudiennes sous un autre nom, le salafisme. Cette énorme accumulation de richesses a donné naissance à un empire fait de mosquées, d'écoles coraniques, d'universités et d'hôpitaux financés par l'Arabie saoudite. Tout cela a porté en avant la vision saoudienne de l'islam et les Saoudiens ont écarté tous leurs concurrents. L'Arabie saoudite finance la construction, la rénovation et les frais de fonctionnement de mosquées partout dans le monde. Là où l'argent manque pour financer les mosquées, là où les communautés musulmanes sont minoritaires, les grandes mosquées des capitales, mais aussi une myriade de petites mosquées dans des villages reculés. Il est impossible de toutes les recenser. L'Arabie saoudite a également une influence en Europe, où la plupart des États ne prennent pas en charge le financement du culte musulman. En 1975, les Saoudiens ont pris le contrôle de la plus grande mosquée de Belgique. Ils ont ensuite injecté des millions de dollars dans cette mosquée pour en faire un centre de prière au cœur de la capitale de l'Europe. Était-ce un plan machiavélique pour, dès le départ, produire le genre de djihadistes qui ont attaqué la ville de Paris? Non. Est-ce que cela a un lien avec le fait que 30 ans, 40 ans plus tard, des quartiers de Bruxelles soient connus comme étant des ghettos djihadistes? Oui, en effet. Parce que tout cet argent a contribué à créer un environnement dans lequel une forme intolérante de l'islam est devenue très forte. Le désir de puissance de l'Arabie saoudite explose aux yeux du monde en 1973. Israël vient d'infliger une nouvelle défaite humiliante aux armées arabes. L'Arabie saoudite a financé ses armées et soutenu la cause palestinienne. Mais cela ne suffit plus. Cette fois, elle va utiliser son arme la plus redoutable.
Avec les pays arabes producteurs de pétrole, elle impose un embargo à tous les États qui soutiennent Israël. Les prix du pétrole s'envolent. Aucun pays depuis la Seconde Guerre mondiale n'avait fait quelque chose d'aussi dévastateur pour l'économie américaine que ce qu'a fait l'Arabie saoudite en 1973. Les États-Unis envisagent de prendre le contrôle des puits de pétrole saoudiens. Le pacte entre les deux pays a volé en éclats. L'équilibre des forces est renversé. Un compromis est trouvé. L'Arabie saoudite lève l'embargo. Les États-Unis revoient leur position vis-à-vis d'Israël. Les États-Unis, depuis 1973, ont essayé de résoudre le conflit israélo-arabe. Sans grand succès. Mais les Saoudiens ont su comment attirer notre attention. C'est une victoire politique pour l'Arabie saoudite. Aucun pays musulman ou arabe n'avait réussi jusqu'ici à faire plier les États-Unis. Mais c'est aussi une victoire économique. En quelques jours, les revenus du pays ont été multipliés par 4. Les Saouds rachètent progressivement l'Aramco, la compagnie américaine qui exploitait leur pétrole. Le pays entre dans l'ère de la consommation. Il se transforme. Ce que l'on y voit alors semblerait inimaginable aujourd'hui. Vous avez quand même un certain nombre de choses qui vont arriver en Arabie Saoudite dans les années 60 et 70 qui vont heurter les segments les plus conservateurs de la société. En particulier, vous avez des cinémas à l'époque. Vous avez des marchands, par exemple, qui ont des mannequins féminins pour exposer les vêtements pour femmes, qui aussi ont des publicités dans la rue, publicités qui vont être importées souvent d'Occident et transposées telles quelles dans le contexte saoudien. Et ça va provoquer aussi les réactions d'une partie du segment le plus conservateur de la société, qui va y voir le début d'une dénaturation du pays, se disant finalement, voilà, c'est une menace contre l'islam saoudien. Can I ask you, first of all, what do you want to do when you're qualified, when you leave the school perhaps and go to university? I want to go to the university in any country I can go. And what about you? I'm going to America. I want to be a social worker. When you're qualified, do you want to come back to Saudi Arabia? Of course, yes. How do you feel about talking to us without your veil? Do you prefer to be seen with a veil or without one? No, I prefer without. Ce bref instant de liberté s'arrête au matin du 20 novembre 1979. Une centaine d'hommes armés prennent en otage des croyants dans la grande mosquée de la Mecque. Incapable de mater les rebelles, le pouvoir chancelle. Une unité d'élite française est appelée en renfort. Pour réduire les rebelles, elle diffuse des gaz incapacitants jusque dans les sous-sols. La prise d'otage aura duré 18 jours. L'Arabie saoudite découvre alors le visage de ces rebelles. Ce sont en majorité des Saoudiens, élevés dans la plus pure tradition wahhabite. Pour eux, la famille royale a corrompu la société, elle a trahi les préceptes du wahhabisme. Ces hommes seront exécutés. Mais la famille royale a entendu leur message. Les cinémas sont fermés. L'emprise de la police religieuse est renforcée. Le pouvoir verrouille tout. Il n'oubliera jamais que s'éloigner du wahhabisme le plus dur, c'est risquer d'entraîner sa propre chute. Le pouvoir peut augmenter ou réduire le niveau de contrôle et de religiosité qu'il impose dans l'espace public. C'est comme un bouton de volume. Comprendre comment et quand le pouvoir décide de l'augmenter ou de le réduire est assez compliqué. Parfois, c'est parce qu'il est menacé par un groupe en interne. Parfois, il essaie de faire plaisir aux Occidentaux pour montrer qu'il est ouvert et tolérant. C'est un jeu très compliqué. Le pouvoir sait aussi qu'il ne peut pas tenir le pays tout entier sous une chape de plomb, sans ménager quelques espaces de liberté. Comme ici, à quelques kilomètres de Riyad, sur la première dune à la sortie de la ville. Ce maigre espace de liberté
Les Saoudiens vont-ils encore longtemps s'en contenter? L'Arabie saoudite n'est plus un désert coupé du monde. Ses 30 millions d'habitants y sont hyper connectés. Farhad Boutaïri est le premier youtubeur en Arabie saoudite. Il a 2,5 millions de followers sur Twitter. D'autres lui ont emboîté le pas. Le début d'un mouvement sur les réseaux sociaux toléré jusqu'ici par le pouvoir. Il s'empare des questions de société, comme avec cette parodie qui rappelle que les femmes n'ont toujours pas le droit de conduire en Arabie saoudite. No woman, no drive. No woman, no drive. Say, I remember when you used to sit in the family car, the backseat. Over is so safe and well, so you can make lots and lots of babies. Le fait que la majorité de la population ait moins de 30 ans me rend optimiste. Des choses qui étaient perçues avant comme infâmes, néfastes ou venues de l'Occident peuvent être perçues comme progressistes aujourd'hui. Cette population jeune va apporter du changement à l'avenir. C'est cela qui me rend optimiste en général. Les Saoudiens sont très actifs et engagés sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'ils ne s'engagent pas de la même façon dans l'espace public, sans la supervision du gouvernement. Et c'est voulu ainsi. Le gouvernement ne veut pas que sa population soit organisée. Il veut qu'elle soit atomisée pour pouvoir mieux la contrôler. Personne ne doit pouvoir contester l'autorité des Saouds. Quand l'Occident demande un geste d'ouverture, les princes répondent que la société n'est pas prête, qu'elle est conservatrice. Mais c'est bien pour protéger leur pouvoir que les Saouds refusent le changement. Nous sommes une société bâtie sur l'obéissance au roi. Nous suivons tout ce qu'il dit. Il ne peut y avoir aucun changement sans un décret royal. Et la société suivra les libéraux comme les conservateurs. Peut-être que je me lèverai demain et qu'il y aura un décret, ou peut-être que je me réveillerai dans 20 ans et rien n'aura changé. Il n'y aura pas de réforme radicale comme les Occidentaux l'espèrent sans doute. Cela ne peut se faire que de façon graduelle, à petits pas. Et oui, on ne devient pas roi d'Arabie Saoudite pour devenir la reine Élisabeth. Les Saoudiens le répètent en permanence. Ils veulent être rois d'Arabie Saoudite, des monarques absolus. L'Occident y trouve son compte. Il sait que la démocratie est un pari risqué. Un changement de pouvoir, dans le premier pays exportateur de pétrole au monde, pourrait bouleverser l'ordre économique et régional. Ce scénario, le monde l'a déjà connu en 1979. L'Iran, fidèle allié des États-Unis, deuxième pays producteur de pétrole alors, bascule. Le Shah, un monarque autoritaire, est renversé. L'ayatollah Khomeini instaure une république islamique. Il s'en prend aux États-Unis, à la France. Mais son régime n'est pas seulement anti-occidental. Il est aussi républicain et révolutionnaire. Très vite, Khomeini va appeler les musulmans à renverser les monarchies dans la région. La famille saoudienne et l'Arabie saoudite va se sentir en danger, menacée, puisqu'à l'époque, effectivement, la volonté de l'Iran, c'est d'exporter sa révolution islamique. C'est le message révolutionnaire qu'ils veulent répandre, et c'est ce qui tétanise, bien sûr, l'Arabie saoudite. Pour faire barrage à l'influence iranienne, l'Arabie saoudite va créer une fracture profonde au sein du monde musulman. Une fracture qui aujourd'hui encore est au cœur de tous les conflits au Moyen-Orient. Elle attise les haines entre sunnites et chiites. Les chiites sont majoritaires en Iran. L'Arabie saoudite n'aura de cesse de les désigner comme de faux musulmans. En mettant le curseur sur chiites, sunnites, l'Arabie saoudite sait parfaitement que cette exportation de la révolution, elle ne peut pas s'exporter, puisque l'environnement, il est quand même très majoritairement sunnite. Donc, les dirigeants saoudiens utilisent
complètement volontairement ce message confessionnel pour discréditer et puis dire de toute façon votre révolution, l'expansion de votre révolution est vouée à l'échec. Saddam Hussein voit là une opportunité à saisir. Le président irakien veut faire main basse sur l'Iran. En 1980, il lui déclare la guerre. L'Occident lui fournit des armes. L'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe paient la note. Jamais les intérêts occidentaux et saoudiens n'ont été aussi proches qu'en ce début des années 80. Les liens se nouent un peu plus encore autour de l'Afghanistan. Les soviétiques occupent le pays, ils y ont installé un pouvoir communiste. Ils sont aux portes du Moyen-Orient. Une fois encore, l'Arabie saoudite va fournir une arme idéologique redoutable. Le djihad, en sommeil depuis les années 20 et la création du royaume, est ranimé. Il n'y a là rien de religieux pour l'Arabie saoudite. C'est avant tout la réponse à une crise géopolitique majeure. Un moyen aussi d'envoyer les Saoudiens les plus radicaux à des milliers de kilomètres du royaume. Le prince Sultan, qui est alors ministre de la Défense, déclare que pour tout Saoudien qui partira combattre en Afghanistan, il paiera 75% du billet d'avion de sa poche. C'est quand même le ministre de la Défense qui dit ça. Donc il y a un soutien à ceux qui partent combattre en Afghanistan qui est un soutien absolument officiel. Avec la CIA, les dirigeants saoudiens vont aussi verser des millions de dollars aux combattants afghans. La cause afghane attire désormais des musulmans du monde entier. Face à l'afflux de volontaires, il faut faire le tri. Filtrer ceux qui pourront être utiles au combat. 3 hommes se chargent de cette mission. Abdallah Azzam, Oussama Ben Laden et Ayman al-Zawahiri ont décidé de créer une organisation d'accueil à Peshawar. Le but était de recevoir les volontaires qui venaient du monde entier et qui voulaient aider les combattants afghans. Ils ont appelé cela Al-Qaïda, ce qui veut dire la base. Les Saouds ont alors réussi l'exploit d'être à la fois le meilleur allié de l'Occident et le chef de file de la mouvance islamiste radicale. En 1989, l'URSS se retire d'Afghanistan. L'Empire soviétique s'effondrera 2 ans plus tard. L'Iran sort miné de 8 ans de guerre contre l'Irak. Ce n'est plus une menace pour le royaume. Un nouvel ordre mondial semble se dessiner. L'Occident et son allié saoudien y sont les grands vainqueurs. Mais tout bascule en 1990. Saddam Hussein est écrasé de dettes après sa guerre contre l'Iran. Ses principaux créanciers, l'Arabie saoudite et le Koweït, refusent de les effacer. Le dictateur irakien joue le coup de force. Il envahit le Koweït. La famille royale panique. L'Arabie saoudite pourrait être sa prochaine cible. Tous les médias saoudiens ont passé sous silence l'invasion du Koweït par l'Irak. Pendant 4 jours, les Saoudiens s'informaient de la situation à la frontière nord grâce aux chaînes étrangères. C'était un échec cuisant pour l'État. Oussama Ben Laden vole au secours du royaume. Revenu d'Afghanistan en héros, il assure qu'il peut rassembler des milliers de combattants djihadistes pour protéger l'Arabie saoudite d'une invasion irakienne. Nous lui avons dit « Merci beaucoup, mais ne nous rappelez pas. Nous vous appellerons. » Et je pense que c'était pour lui une grande déception. Il s'est senti humilié et insulté par cette réponse de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'a pas besoin de djihadistes. Ce qu'il lui faut, c'est une coalition mondiale, la plus gigantesque de tous les temps. En tout, 34 pays coalisés. Mais dans le royaume, la colère explose. Des soldats impies ont foulé la terre des lieux saints. Pour la mouvance islamiste, c'est un affront. Jusque-là, nous avions gardé le silence. Nous avions fermé les yeux sur la faillite de l'État, sur son incapacité à bâtir une grande armée capable de protéger nos ressources. Mais cette fois, il fallait réagir.
Et on va voir pendant des années, en vérité, de 90 jusqu'à 94-95, les mosquées saoudiennes devenir le lieu d'une contestation ouverte contre le pouvoir saoudien, avec des prêcheurs extrêmement populaires qui ne mâchent pas leurs mots. Il y en a qui vont à un moment appeler à manifester. En Arabie saoudite, c'est quelque chose de complètement inédit qu'on appelle à manifester. Des centaines d'islamistes sont emprisonnés. Oussama Ben Laden est interdit de territoire. Il trouve refuge au Soudan, puis retourne en Afghanistan. Mais l'indignation et la colère se sont emparées de toute la région. L'Arabie saoudite combat un pays arabe avec l'aide de l'Occident. L'image est désastreuse. Cela provoque une rupture entre l'Arabie saoudite et une partie de la mouvance islamiste. Pour les plus radicaux, les dirigeants saoudiens sont des traîtres, vendus à l'Occident. Je pense que la guerre du Golfe a renforcé le message des djihadistes selon lequel l'Occident était en train d'envahir la péninsule arabique. Pas seulement les États-Unis, mais le Royaume-Uni, la France et d'autres, selon eux, voulaient prendre le contrôle des ressources pétrolières du Moyen-Orient. Et en ce sens, cela a validé les arguments des djihadistes. Bro, that's fucking terrorist. Oh my God. That's terrorist, bro. They just shut it out. Did you get that? I zoomed out on it. 15 des 19 terroristes du 11 septembre 2001 sont de nationalité saoudienne, tout comme le commanditaire des attentats, Oussama Ben Laden. Je pense que le fait que 15 terroristes du 11 septembre soient des Saoudiens était un choix délibéré de la part d'Oussama Ben Laden. Je pense qu'il voulait provoquer une rupture entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Il voulait créer une situation embarrassante pour les Saoudiens et il y est parvenu. Les Saoudiens sont-ils responsables du 11 septembre? Absolument pas. Les dirigeants saoudiens n'étaient pas responsables. Ils n'étaient pas derrière ces attaques. Le groupe qui a financé et organisé le 11 septembre était un ennemi de l'Arabie saoudite et voulait détruire l'Arabie saoudite, ou du moins la dynastie des Saouds. Mais le monde découvre, abasourdi, l'étendue du réseau tissé par le royaume et ses organisations caritatives. Alimenté par l'argent des princes, des riches hommes d'affaires et par l'argent récolté dans les mosquées. Ils ont soutenu les Bosniaques, ils ont soutenu les Palestiniens, ils ont soutenu le Kosovo, ils ont soutenu la Tchétchénie. Depuis longtemps, l'argent privé sert à alimenter des causes islamiques. Et certaines de ces causes se sont transformées en entreprises terroristes. Plusieurs organisations soutenues directement par la famille royale sont pointées du doigt par les autorités américaines, comme Al-Haramain, basée en Arabie saoudite. Elle se présente comme une organisation humanitaire qui promeut l'éducation. 13 de ses branches à l'étranger ont été placées par les Nations Unies sur la liste des entités liées à Al-Qaïda. L'Arabie saoudite ne le nie pas. Elle promet de fermer les organisations incriminées. Et cela suffit à éloigner les foudres de Washington. La stratégie d'Oussama Ben Laden a échoué. Le 11 septembre n'a pas poussé l'Arabie saoudite et les États-Unis au divorce. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. La réponse de George Bush sera la guerre contre la terreur. Sa première cible est le régime des talibans en Afghanistan. Oussama Ben Laden, lui, n'en a pas fini avec le régime saoudien. Il veut sa chute. 2 ans après le 11 septembre, il commandite une série d'attentats dans le royaume. Plus de 20 attaques en 3 ans. C'est un électrochoc. La réponse des Saouds est sans équivoque. C'est une guerre, hein. C'est vraiment... on fait la guerre aux groupes terroristes. Hein. C'est parce que vous avez un certain nombre de commissariats, d'unités de l'armée, etc., qui sont quand même touchés par ces attentats. Hein. Donc le royaume est en guerre contre ces groupes terroristes. Il y a eu une période de grande remise en question dans le royaume. Et nous avons donc tout passé en revue. Que ce soit dans les mosquées, les manuels scolaires, les médias, etc.
Nos responsables religieux ici, via le Conseil des grands oulémas, ont émis des fatwas dénonçant le terrorisme sous toutes ses formes. À partir de 2003, toute référence au djihad est sanctionnée. Les oulémas qui franchissent la ligne rouge sont arrêtés. L'establishment religieux revoit son discours. Il reste salafiste et radical, mais débarrassé de toute notion de djihad. L'Arabie saoudite combat Al-Qaïda. Les 2 dernières attaques d'Al-Qaïda planifiées sur le sol américain ont été déjouées grâce aux services de renseignement saoudiens. Le basculement saoudien à partir de 2003, la coopération qui s'engage avec l'Occident sur le plan du renseignement, tout cela aurait pu être une réponse efficace au djihadisme. Mais rien n'arrête la guerre contre la terreur de George Bush. En 2003, il veut déclencher la guerre en Irak. L'unité de l'Occident se brise. Nous devons prendre la mesure de l'impact qu'aurait sur ce plan une action militaire contestée actuellement. Une telle intervention ne risquerait-elle pas d'aggraver les fractures entre les sociétés, entre les cultures, entre les peuples, fractures dont se nourrit le terrorisme? La France et l'Allemagne rassemblent le camp du non. L'Arabie saoudite les rejoint. Elle sait qu'un drame risque de se jouer à ses frontières. Mais le président Bush passe outre. Il renverse Saddam Hussein. Les États-Unis inversent le rapport des forces en Irak. Le pays était tenu jusqu'ici par un régime sunnite. Il passe aux mains d'un pouvoir chiite. Pour les Saoudiens, l'Irak est passé sous influence iranienne. L'Arabie saoudite voit se dessiner un arc chiite à ses frontières. L'Iran, l'Irak, la Syrie, où Bachar el-Assad est un allié de l'Iran, tout comme le parti Hezbollah au Liban. L'Arabie saoudite se sent encerclée. Que jamais, le royaume est sur la défensive. Mais rien ne le prépare à ce qui va se passer au printemps 2011. La jeunesse arabe s'empare de la rue et des dictateurs tombent. Le Tunisien Ben Ali, finalement lâché par la France, mais surtout l'Égyptien Hosni Moubarak, que les États-Unis ont regardé tomber sans réagir, un allié de 30 ans. C'est un traumatisme pour les Saouds, et s'ils étaient les prochains, lâchés à leur tour par l'Occident. L'Arabie saoudite craint la contagion. Elle va tout faire pour étouffer les révolutions, jusqu'à ce que les Syriens se soulèvent à leur tour. C'est la seule révolution que l'Arabie saoudite encouragera. Elle veut en finir avec Bachar el-Assad. C'est un allié de l'Iran. S'il tombe, l'axe chiite se brise. En 2013, le royaume veut croire qu'il peut compter sur ses alliés occidentaux. Washington, Londres et Paris sont sur le point d'intervenir militairement en Syrie. Fin août, des armes chimiques ont fait 1300 morts dans la banlieue de Damas. Pour les services secrets occidentaux, Bachar el-Assad est responsable du massacre. Il a franchi la ligne rouge fixée par Washington. Mais à la dernière minute, les États-Unis renoncent à intervenir. L'administration Obama fait le constat, à juste titre, que les interventions américaines ont totalement échoué, que ça a été un fiasco en Afghanistan, en Irak, et qu'il y a une war fatigue en ce qui concerne les États-Unis au Moyen-Orient. Ils ne veulent plus s'engager dans les conflits. Alors, c'est vrai qu'en Arabie saoudite, ce désengagement est vécu comme pratiquement encore plus dangereux que le surinterventionnisme américain des années Bush. Le président Obama a su mieux que quiconque saisir les contradictions au cœur de cette alliance. L'Arabie saoudite est la cause de l'intolérance dans le monde sunnite qui a contribué à créer Al-Qaïda et des groupes similaires. La stratégie américaine au Moyen-Orient a changé. Et pour l'Arabie saoudite, cela se confirme quelques semaines après le massacre de Damas. Les États-Unis tendent la main à l'Iran. Un premier accord est signé sur le nucléaire iranien. L'Iran va faire son retour sur la scène internationale. Pour l'Arabie saoudite, la menace est insoutenable. Elle va redoubler d'efforts sur le front syrien et ne se contentera plus de financer des groupes dits modérés.
Est-ce que les Saoudiens reconnaissent que certains des groupes qu'ils soutiennent en Syrie sont extrémistes? Oui. Mais ils ont décidé que c'étaient les seuls sur le champ de bataille et qu'ils allaient les soutenir. C'est très très dangereux. Aujourd'hui, plus que jamais, alimenter le djihadisme peut être un piège mortel pour l'Arabie saoudite, car elle n'a plus le monopole du discours radical. L'État islamique se revendique lui aussi du salafisme, et les Saouds sont ses ennemis. Le groupe encourage les Saoudiens à l'insurrection. سلوا سيوفكم اضربوا أعناقهم قطعوا أوصالهم عليكم بهم فإن الله ناصركم بإذنه وحده وإن جندنا لهم الغالبون. Ça leur fout une véritable pression. Et c'est dans ce cadre-là que on entend parler depuis plusieurs années d'une sorte de revirement encore plus conservateur du royaume saoudien. L'emprisonnement d'intellectuels et de militants, l'exécution d'islamistes, le discours anti-chiite, tout cela s'inscrit en partie dans une politique de surenchère entre l'Arabie saoudite et l'État islamique, qui est le plus orthodoxe. C'est ainsi que le blogueur Raif Badawi est condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison pour blasphème. Désormais, dans le royaume, celui qui ne croit pas en Dieu est condamné pour terrorisme. La famille royale veut se montrer irréprochable sur le plan religieux. Pour protéger son autorité, elle doit être aussi radicale que les plus radicaux. L'Arabie saoudite n'est pas un ennemi, mais ce n'est pas non plus la solution au problème. C'est un équilibre très délicat à trouver pour l'Occident. La dernière chose que nous voulons, c'est voir les Saouds remplacés par Al-Qaïda. Mais en même temps, nous ne voulons pas que les Saouds continuent de financer les mosquées et les écoles coraniques dans lesquelles Al-Qaïda prospère. C'est un équilibre délicat à trouver, et c'est une discussion très difficile à engager avec un roi de 80 ans. Pour le roi Salman, l'État islamique est appelé à disparaître. Beaucoup d'États ont déjà promis de l'éliminer. L'Iran, en revanche, est un ennemi historique, et son influence ne va cesser de grandir. Il faut à tout prix la contenir. Début 2015, le roi Salman rassemble une coalition de pays sunnites et bombarde le Yémen. Il est persuadé que l'Iran soutient un groupe rebelle qui vient de s'emparer de la capitale. Pour la première fois de son histoire, l'Arabie saoudite entre en guerre. Alors au départ, il y a eu un vrai soutien populaire, une fierté que l'Arabie saoudite puisse défendre ses intérêts par elle-même, en organisant elle-même une coalition, etc. Il y avait toute une stratégie de communication un peu à l'américaine, des débriefings à chaque sortie aérienne, etc. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, ils ne sont pas du tout habitués. Il y a un vrai tournant qui s'opère. Les avions de la coalition frappent le pays le plus pauvre de la région. Ses hôpitaux, ses marchés, ses écoles. Mais l'Arabie saoudite s'enlise. Malgré le soutien discret de ses alliés occidentaux, ils lui vendent des armes, ravitaillent ses avions, gardent le silence sur les massacres commis contre des populations civiles. La situation régionale est trop chaotique. L'Occident ne veut pas prendre le risque de voir ce conflit déstabiliser le pouvoir saoudien. Il sait par ailleurs que ce pouvoir est fragile. La lutte pour la succession de Salman a commencé, et cette succession-là pourrait briser l'unité de la famille royale. Depuis plus de 60 ans, le trône passe de frère en frère, parmi la cinquantaine de fils d'Ibn Saoud, le fondateur du royaume. À chaque succession, c'est le plus puissant de tous qui devient roi. Mais Salman est le dernier de cette fratrie sur le trône saoudien. Après lui, tout devra changer. Les règles de succession ne tiendront plus. Il faudrait choisir un roi non plus parmi les 50 fils, mais parmi les quelques 500 petits-fils d'Ibn Saoud.
que tout le monde pressent depuis un moment, c'est que l'une des branches de la famille va s'imposer contre toutes les autres. C'est-à-dire que l'un de ces 50 princes initiaux va être capable d'imposer sa lignée contre la lignée de ses frères. Et c'est pour ça que depuis des années, en fait, la lutte est à couteau tiré en Arabie Saoudite. Le prince le plus puissant et successeur officiel, c'est Mohammed Ben Nayef, ministre de l'Intérieur. Mais face à lui, le roi Salman voudrait imposer son fils préféré, Mohammed Ben Salman. Il le nomme ministre de la Défense et écarte des princes importants pour lui faire de la place. C'est aussi à ce fils d'à peine 30 ans qu'il confie un chantier majeur, réinventer l'économie du pays. L'Arabie Saoudite aborde l'un des tournants les plus inquiétants de son histoire. Le royaume de l'or noir est en train de devenir un pays comme les autres. Plusieurs millions de personnes y vivent sous le seuil de pauvreté. Le chômage touche 1 jeune sur 3. L'État embauche encore 70% de la population, mais il n'en a plus les moyens. Les prix du pétrole se sont effondrés et la population saoudienne double tous les 20 ans. Aujourd'hui, le pouvoir s'apprête à introduire des impôts, un symbole, le signe que le rêve saoudien est terminé. Les prétendants au trône parviendront-ils, pendant le règne du roi Salman, à s'imposer comme de grands dirigeants? Seront-ils capables de répondre à ces enjeux et d'emmener le pays vers l'avènement d'une nouvelle ère? C'est à mon avis le grand défi à venir. L'Arabie Saoudite a encore une carte à jouer. La famille royale a annoncé la vente d'une partie de l'Aramco, sa compagnie pétrolière. Grâce aux bénéfices engendrés, 2000 milliards de dollars, elle deviendrait le premier investisseur au monde et reconstruirait sa fortune en rachetant des parts dans des entreprises étrangères. L'Occident espère bien profiter de cette manne financière. Il y a sans doute encore beaucoup à gagner à être l'ami de l'Arabie Saoudite. Mais il y a surtout beaucoup à perdre à tourner le dos aux Saouds. Aucun dirigeant de la région ne s'est montré aussi fidèle. Aujourd'hui, en dehors de l'Arabie Saoudite, l'Occident ne peut ignorer qu'il n'a pas d'autre allié de poids sur qui compter au Moyen-Orient.